Donc je vais faire une présentation en fait qui a pour but de comparer deux textes qui sont séparés de pratiquement un siècle, mais dont j'ai été vraiment surprise de voir les résonances. Depuis Descartes, l'homme craint de n'être qu'une machine. Si au XIXe siècle, ère de la thermodynamique, la machine supplante le corps de l'homme, c'est son intelligence qui se voit remplacée par celle de sa création au XXe siècle avec les sciences de l'information. Les deux textes dont il sera question, The Machine Stops the Forster et The Diamond Age de Neal Stephenson, séparés par presque un siècle de distance, présentent chacun ce que j'appellerais une machine universelle qui fabrique tout, qui pourvoit à tous les besoins, de la nourriture aux objets de toutes sortes et aux produits culturels. Ce qui était dans le premier texte une vue de l'esprit se retrouve, je dirais, presque authentifié et légitimé dans le second, avec les avancées, pour le moment encore théoriques, de la nanotechnologie. Les deux romans explorent le rôle de la technologie par la métaphore de la machine qui fabrique, mais aussi ils ont un autre point en commun qui est l'articulation de la civilisation technologique avec la transmission du savoir. La présence ou non de l'humain dans le système peut être abordée de façon anachronique mais fructueuse à partir de la perspective de la cybernétique. Si au départ la cybernétique vise à décrire le contrôle et le fonctionnement de la machine par l'information qui est réinjectée dans le système par des boucles de rétroaction, c'est-à-dire que donc le thermostat, je crois que c'est plus simple de donner tout simplement une impression, c'est que bon, il y a une information qui est donnée et cette information va modifier en fait la destinée du système et donc il y a un ajustement qui se fait à partir de l'information, de la transmission d'informations. Et cette information, en retour, va modifier le système et c'est ce qu'on appelle donc une boucle de rétroaction. Donc dans les deux cas que je vais étudier, cette rétroaction, cette cybernétique prend une valeur métaphorique pour traiter aussi du contrôle social, métaphore que d'ailleurs Norbert Wiener a lui-même exploré dès le début. Donc je commence par parler de machines et systèmes fermés. Le paradigme de l'époque de Foster est celui du deuxième principe de la thermodynamique qui annonce depuis sa formulation en 1850 par Clausius, sur la base des travaux de Carnot sur la chaleur, l'inéluctable mort thermique de l'univers, soit le retour final à une sorte de désorganisation ou d'entropie maximale. Donc ça affole toujours mes étudiants quand je leur annonce, ce qu'ils n'ont pas manifestement complètement intégré, que eh bien on est destiné à une entropie maximum. Donc cette entropie, c'est sur ce principe que se bâtit l'ironie de la nouvelle, qui présente un système fermé qui prétend échapper à cette loi. Dès 1909, le petit texte « The Machine Stops », novella peu connue de Foster, souvent lu comme annonçant les dystopies de Huxley et de Orwell, se penche sur les conséquences du progrès technologique venant envahir et coloniser la vie. Alors que l'humanité, recluse dans des cellules identiques mais connectées les unes avec les autres, se préoccupe d'idées pures en ressassant commentaires sur commentaires théoriques, la machine universelle répond à tous les besoins, faisant du corps un embarras vaguement honteux et du monde réel une source d'agression sensorielle. Bien qu'affichant sa foi dans le progrès, le système machinique de la nouvelle civilisation universelle accomplit sa circularité newtonienne, donc retour en fait à la case départ par rapport à Clausius, celle d'un système fermé où rien ne se perd, rien ne se crée, mais où rien non plus ne se transforme. Le savoir est devenu une glose, un commentaire qui fait lui-même l'objet de commentaires. Donc là, il y a aussi une ironie dont j'espère que vous la saisissez, étant donné l'activité dans laquelle nous sommes engagés nous-mêmes aujourd'hui. Donc la société ne produit rien. La tautologie gangrène la science, remplacée par la technologie, qui se concentre sur des problèmes qu'elle est sûre de pouvoir résoudre. Cette civilisation de la machine est donc celle de l'absence de différence. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'histoire. La vie même des humains est devenue une machine, répétitive, autarcique. Et le texte articule avec une économie elle-même machinique le lien entre industrialisation et organisation sociale. Foster annonce aussi le biopouvoir. Le système homéostatique autorise la mort par euthanasie en proportion avec la permission de se reproduire qui est donc donnée selon un système, là encore, de thermostat homéostatique. L'autre intuition de Foster est d'avoir conçu, bien avant Internet,
un système de communication qui relie tous les humains à partir d'un terminal sur le modèle du web. Dans cet environnement entièrement automatisé, la machine est à la fois un gigantesque ordinateur et un gigantesque Internet, et je vous renvoie à la citation numéro 1. Then she generated the light, and the sight of her room, flooded with radiance and studded with electric buttons, revived her. There were buttons and switches everywhere. Buttons to call for food, for music, for clothing. La dépendance envers la technologie, qui accomplit pour eux toutes les actions des humains, mène à une vie appauvrie de passivité et de recyclage. Les rapports humains se réduisent à des échanges de conférences. Dans cette vision futuriste, la présence charnelle est remplacée par la communication sur un écran exactement comme Skype, une forme de communication globale sur un réseau sur lequel tous sont branchés, rendant inutile la présence, au risque de rendre les rapports humains abstraits et schématiques. Ainsi, un fils rebelle à la machine essaie de faire comprendre le danger à sa mère, mais la basse résolution de l'image empêche de faire passer la subtilité des expressions faciales. Et c'est la citation numéro 2. He broke off, and she fancied that he looked sad. She could not be sure, for the machine did not transmit nuances of expression. It only gave a general idea of people, an idea that was good enough for all practical purposes. La dépendance envers la machine se traduit aussi par une perte de contrôle cognitif. Foster anticipe ce qu'on appellera avec Joseph Tabi le sublime technologique, l'incapacité de percevoir un objet qui dépasse l'imagination, aboutissement d'une dialectique hégélienne du maître et de l'esclave entre l'homme et sa machine, et je renvoie à la 3e citation. Year by year, the machine was served with increased efficiency and decreased intelligence. The better a man knew his own duty upon it, the less he understood the duties of his neighbor, and in all the world there was not one who understood the monster as a whole. L'étape suivante est, logiquement, la vénération de cet objet sublime, une religion que le narrateur définit sardoniquement comme un, je cite, machinisme non dénominationnel, undenominational mechanism. La Bible de cette nouvelle religion est une sorte de notice d'entretien que je ne lirai pas, c'est la 4e citation. La machine cesse alors d'être un outil, et donc il y a une typologie un peu différente de la tienne. En fait, c'est une typologie que j'emprunte à Simondon, où en fait il fait la différence entre deux types d'objets en fait, que nous on a appelés machines, qui sont les outils qui ont une action mécanique, et les instruments qui ont une action en fait sur l'information, par exemple des instruments de mesure. Donc là, il y a la typologie entre les deux chez Simondon. Donc la machine cesse alors d'être un outil ou un instrument pour devenir un système automatique célébré par les idolâtres. Et je vous renvoie à la 5e citation, donc qui décrit la vénération dont fait l'objet la machine et cette espèce d'élan en fait transcendantal vers la machine. Or, nous dit Simondon du mode d'existence des objets techniques, il montre que confondre automatisme et sophistication procède d'une grande naïveté, car c'est au contraire les mécanismes simples qui sont automatiques et ce sont les fonctionnements complexes qui ont besoin de la flexibilité du vivant. Chez Foster, les hommes oublient qu'ils sont nécessaires à la machine. Je passe maintenant à la discussion de Foster comme un texte que j'appellerais proto-cybernétique, puisqu'en fait il anticipe sur les thèses de Villa. L'objet technique ou système machinique tel qu'il est conçu par Gilbert Simondon, qui a influencé Gilles Deleuze et dont le disciple contemporain le plus célèbre est Bernard Stiegler, est constitué de 3 niveaux. Donc ça, c'est en ça qu'il a beaucoup influencé Deleuze, c'est qu'il y a juste d'abord l'élément technique qui est l'outil, l'instrument. Ensuite, il y a ce qu'il appelle l'individu, qui est la machine en tant que telle, qui porte les outils. Et enfin, et ne l'oublions pas, il y a l'ensemble technique. Donc il y a en fait un système d'engrenage technique chez Simondon. Dans cet ensemble technique, donc en trois parties, l'homme intervient aux 2 extrémités, comme organisateur des ensembles techniques, pour simplifier l'ingénieur, mais aussi le mécano, c'est-à-dire celui qui est l'auxiliaire des machines, qui entretient et qui assiste les machines. La position de l'homme se situe en deçà et au-delà de la machine. Il s'occupe de son fonctionnement, mais il l'inscrit dans un ensemble technique. Dans la nouvelle de Foster, le système de la machine s'écroule de lui-même, justement parce que l'homme a oublié ces fonctions-là.
Il succombe à l'entropie, aux dissipations de l'énergie qui anime le fonctionnement de la machine. La musique se détraque, les lumières vacillent, les aliments pourrissent. La faim voit les humains quitter en catastrophe leurs cellules pour agoniser ensemble dans les couloirs. Le titre annonce cette destinée, « The Machine Stops ». Inéluctable, elle est exprimée au présent simple en anglais, comme dans la fin d'une démonstration mathématique. La machine est condamnée, elle ne peut qu'être saisie par l'entropie, en l'absence d'intervention extérieure, car les humains qui s'adaptent peu à peu aux déficiences de la machine au lieu de les corriger. C'est là où je vois une grande subtilité dans la nouvelle de Foster, c'est-à-dire que l'homme s'adapte en fait à la nullité de la machine petit à petit. Et je cite donc la sixième citation. Time passed and they resented their defects no longer. The defects had not been remedied, but the human tissues in that latter days had become so subservient that they readily adapted themselves to every caprice of the machine. Le ralentissement et arrêt final est figuré par des dispositifs textuels qui imitent la machine grippée. D'imperceptibles intrusions narratoriales relativisent les énoncés et fissurent le solipsisme diégétique. L'adresse au lecteur de l'incipit, l'invitant à imaginer, s'il le peut, une petite pièce en forme d'alvéole d'abeille, puis, dénudant la présence d'une réalité extradiégétique où s'ouvre, dit-il, sa méditation, ne conduisent pas vraiment à un appel d'air, donc à quelque chose qui sera à l'extérieur du système, on dirait extradiégétique, car la fin voit la méditation se fermer sur l'incapacité du narrateur à voir son personnage réussir son évasion, escape. L'aveu d'échec souligne l'écroulement final du système machinique claustrophobique intradiégétiquement, mais aussi, par voie de conséquence, la dissolution d'un système textuel purement immanent s'il n'est pas lu comme une fable en forme d'avertissement. C'est-à-dire que pour que le texte fonctionne, en fait, pour qu'il ne tombe pas lui-même en quenouille, il faut que le lecteur injecte une énergie de l'extérieur, et c'est ce que moi j'appellerais l'énergie allégorique. Il faut qu'il y ait une lecture de sens, en fait, qui se fait. Quel sens donc donner à cette fable ? La vénération de la machine cause la perte du système, désormais découplé de l'intervention humaine, qui cesse de rectifier les dysfonctionnements de la machine. Et c'est cette notion de contrôle qui me permet de passer à une brève discussion dans la mesure de limite de mes moyens sur la cybernétique. Science inventée bien après Foster, mais avant Stevenson, la cybernétique permet d'articuler le discours sur la technologie et le discours social de la même façon que Wiener lui-même articule sciences physiques et sciences de l'information. Wiener réinterprète le principe physique de la thermodynamique dans le cadre de la statistique, donc ordre, désordre, pour mettre en avant donc quelque chose de très positif, qu'il appelle l'entropie négative ou négantropie. Il postule ainsi que l'information est une perte d'entropie. Liant, comme dans nos deux textes, la dimension physique et la dimension informationnelle, Wiener fait de l'homéostasie ou autorégulation, le thermostat, une vertu sociale, car dans le cadre de l'entropie généralisée, donc universelle de la nature, il revient à l'homme d'organiser ce qu'il appelle, je cite, des enclaves arbitraires d'organisation et de systèmes. Pour Wiener, les systèmes organisés, homéostatiques, sont maintenus par le contrôle de l'information. Et la cybernétique tourne donc autour de la notion de contrôle, comme la racine sémantique de la discipline le suggère. L'entropie est remplacée par l'information, information opérative qui produit un changement dans le système selon la dynamique de l'action-réaction. La théorie cybernétique articule ou même intègre langage et matière, technologie et information, l'action de la machine dépendant de l'information qui lui est donnée, information modifiée par l'action de la machine et réinjectée dans son fonctionnement. C'est vrai aussi de la machine sociale, et je passe maintenant à mon deuxième texte, Diamond Age, avec un titre que j'emprunte à Drexler, qui est donc le théoricien de la nanotechnologie. Près d'un siècle après The Machine Stops, The Diamond Age fait repartir la machine universelle grâce au reset de la nanotechnologie.
Le diamant du titre fait référence à la nanotechnologie, le novum, pour reprendre le terme de Darko Seven, théoricien de la science-fiction, ou ce qu'il appelle innovation cognitive, le noyau dont le développement entraîne le récit dans un texte de science-fiction. La dénomination de la période comme âge de diamant se réfère directement à la nanotechnologie. Selon celui qui a popularisé la théorie de la nanotechnologie, Eric Drexler, la nanotechnologie peut créer un diamant à partir de molécules de carbone. Dans l'univers du roman, de fait, le diamant est devenu un matériau beaucoup plus abordable que le verre. Drexler avait rêvé de créer un assembleur universel, à savoir une nanomachine consistant en un bras relié à un ordinateur qui pourrait être programmé pour élaborer d'autres nanomachines et en particulier construire une réplique de lui-même à une taille inférieure. Mais d'autres remplacent ce paradigme mécanique par un modèle inspiré des sciences de l'information, et c'est le cas de Stevenson avec son manuel d'éducation pour jeunes filles, ce primer. Donc là, ça dépasse complètement mes compétences, mais d'après ce que j'ai compris, il y a plusieurs modèles de nanotechnologie en fait. Il y a le modèle mécanique de Drexler, mais il y a plusieurs disciplines qui conjointement travaillent sur la nanotechnologie, et certains théoriciens donc travaillent plutôt sur les sciences de l'information, et c'est donc cette direction-là en fait qui a été suivie par Stevenson. Dans l'univers de Stevenson, qui est composé d'enclaves culturelles qu'il appelle les files, les files, l'économie et la culture de l'enclave de la caste dominante New Atlantis se fondent sur le feed, qui est la source moléculaire à partir de laquelle les nanomécanismes en fait créent tous les objets dont j'ai parlé. Donc celui qui a cette énergie en fait domine la production de tout. L'Empire céleste est arrimé au feed et donc au monopole de l'approvisionnement de cette matière première, dont les machines nanotechnologiques se servent pour tout fabriquer, des aliments aux objets, les médias, les machines. Certaines de ces machines sont fidèles à l'esthétique steampunk, comme une monture qui est appelée dans le roman Chevaline. Et donc c'est la citation numéro 7, la 7e. « No effort was made to disguise it as a real animal. Much of the mechanical business in the legs was exposed so that you could see how the joints and push rods worked, a little like staring at the wheels of an old steam locomotive. » Grâce au feed, les pauvres sont nourris gratuitement et ils peuvent avoir une couverture pour les protéger la nuit. Mais la nanotechnologie sert également des fins moins avouables. Les petits délinquants installent des micro-armes à feu dans leur crâne. Les mises à mort sont exécutées par des so-called cookie cutters, des nanoprojectiles qui détruisent l'organisme de l'intérieur. Et chaque communauté ou file est protégée par une armée de nano-antimissiles tellement denses qu'ils rendent l'air irrespirable dans les bas quartiers. Dans les beaux quartiers, en revanche, la nanomenace est tenue à distance dans la toilette par les nanovoiles portés par les élégantes. Et dans l'architecture intérieure des maisons, le salon de l'entrée victorien permettant de filtrer les visiteurs en scannant les nanocytes hébergés dans leur organisme. Décrivant un monde où la matière se façonne comme par magie en nourriture, vêtements, habitations et instruments de toutes sortes, le roman teste l'hypothèse de Turing, dite de la machine universelle, donc ça je l'ai appris après, ce qui fait que mon titre en fait est complètement obsolète, montrant les limites de la calculabilité et donc de la programmation informatique. En dupliquant par analogie, comme chez Foster, le fonctionnement de l'assemblage moléculaire de la nanotechnologie par le déploiement d'un univers virtuel, celui d'un manuel éducatif interactif, le primer, le roman de Stevenson explore le destin d'un système social homéostatique et la nécessité d'y faire entrer une information extérieure pour éviter l'entropie. Dans l'univers où tout est possible, comme tu viens de nous le dire, Jean-François, la question se déplace sur le plan éthique. Que faire de ce pouvoir ? Cette nécessité prend la forme d'une dynamique entre tradition et subversion par l'éducation. Si l'on se concentre dans le texte sur la lutte culturelle déployée donc entre ces deux sociétés, la société confucéenne des Han et la société victorienne, les Vikis, ces deux antagonistes sont toutes deux des sociétés qui embrassent les valeurs du passé et de la tradition. Dans ce qui est aussi une sorte de roman d'espionnage, avec agent double et technologie de pointe qu'il s'agit de transférer secrètement à un autre groupe, c'est un livre interactif d'un côté et le monopole de la matière première moléculaire de l'autre qui permettent
comme chez Foster, de superposer deux trames, exploitation machinique de la matière première, mais aussi l'éternel recyclage du savoir par les élites. Le héros, Hackworth, le bien nommé, développeur informatique mais fin lettré, sert deux maîtres. C'est donc lui l'agent double. D'une part, il sert Lord Alexander Chung-Sik Finkelback-Grau, qui est un des leaders de la file Atlantis, donc les Vikings, la tribu élitiste qui domine leurs voisins, dont l'Empire Céleste, grâce à leur supériorité technologique et surtout le fait que c'est eux qui possèdent le feed. Et d'autre part, Dr. X, un trafiquant chinois au nom imprononçable, qui tente de secouer le joug colonialiste en remplaçant le feed par une autre technologie qu'il appelle le seed. Il veut parallèlement restaurer les valeurs confucéennes dans l'Empire Céleste. L'ingénieur gentleman reçoit la mission, donc mandatée par Lord Alexander, de créer un manuel qui stimulerait la rébellion et la subversion chez sa petite-fille, la seule et unique lectrice de ce manuel. Du haut de son incroyable sagesse, l'aristocrate a compris qu'une vraie homéostasie sociale suppose l'intervention du vivant, de l'information, de la nouveauté, ne serait-ce que pour se maintenir. Il faut un brin de dissidence pour maintenir la tradition. Le développeur, un ingénieur en informatique, bâtit son récit interactif de commande sur la théorie glorieusement expliquée par Walter Benjamin, selon laquelle les fables ont des vertus pragmatiques. Le roman incruste des contes de fées où l'héroïne, la princesse Nell, qui est la lectrice de la petite fille Nell qui lit le livre, sur le modèle des romans dont vous êtes le héros, mais avec un degré d'accru d'interaction, puisque le récit intègre le cadre de vie et le développement de la trajectoire de son héroïne. Il s'agit d'une sorte de transposition dynamique où la fiction et la réalité s'influencent mutuellement en une sorte de boucle rétroactive réciproque. Le primer n'est donc pas un circuit fermé, mais une gigantesque métalepse. Il s'adapte en fonction de l'environnement de sa lectrice et, plus important, il lui permet en retour d'agir sur son environnement. La nouveauté de la situation imaginée par Stevenson étant que c'est l'intelligence artificielle, appelée pseudo-intelligence dans le roman, qui façonne la personnalité de l'enfant. Le manuel est conçu pour stimuler une intelligence humaine, ce qui fait entrer l'enfant dans le système de la machine. Là où Foster dénonçait une homéostasie devenue anthropique, l'homme s'adaptant à l'appauvrissement de l'expérience dictée par les limites de la machine, Stevenson, au contraire, explore le potentiel néganthropique d'une éducation qui favorise non pas l'adaptation mais l'adaptabilité grâce à la boucle de rétroaction de la simulation machinique. La machine fictionnelle, le conte de fées du primer, enjoint l'enfant à ne pas avoir peur de transformer la vie. De plus, le manuel interactif est un artefact qui mêle la pseudo-intelligence et le vivant, dans la mesure où les scènes doivent impérativement être jouées par des acteurs humains, la voix. Hackworth fait ainsi remarquer à son client que le problème de l'imitation de la voix humaine n'a jamais pu être résolu. C'est la 8e citation. As you know, we took some stabs at it, but none of the results were up to the level of quality that you demand. After all of our technology, the pseudo-intelligence algorithm, the vast exception matrices and content monitors and everything else, we still couldn't come close to generating a human voice that sounds as good as what a real live actor can give us. L'intérêt porté à la voix appelle une réflexion sur le langage. Comme le fait remarquer David Porruge dans Fiction cybernétique, la recherche, datant des Lumières d'une adéquation entre la structure du réel et l'articulation linguistique que l'homme en fait, ressurgit avec la recherche en intelligence artificielle. Il s'agit de trouver les algorithmes permettant de programmer les ordinateurs de façon à les doter de capacités imitant le langage humain. Les limites de ce projet linguistique, véritable obsession de la science-fiction, sont testées dans le roman de façon précise lorsque la princesse Nell, l'avatar de Nell, la petite fille, rencontre intradiégétiquement une série de machines de Turing. Une machine de Turing étant la modélisation d'un algorithme. Un algorithme étant, si j'ai bien compris, simplement la réduction en une série d'opérations simples d'un calcul extrêmement compliqué. C'est ce que j'appellerais tout simplement le caractère réductif de la science. Les énigmes et les quêtes du primer lui apprennent non
non seulement à dominer ces machines, mais en fait à les programmer. Donc petit à petit, la petite fille apprend à programmer. Mais la leçon finale consiste à lui faire comprendre que la dernière machine de Turing, qui s'appelle de manière tout à fait évidente, je veux dire, allusion à Wizard of Oz, elle s'appelle Wizard 2.0, n'est qu'un stratagème derrière laquelle se cache John Hackworth lui-même, donc le programmateur. Maintenant que la princesse Nell a conquis le monde calculé par Wizard 2.0, elle a accès aux règles de la programmation et elle doit désormais remplacer Hackworth pour créer d'autres mondes à conquérir par d'autres. Et donc, en conclusion un peu tardive, je dirais que c'est tout simplement en réfléchissant en fait à l'appel à article pour la deuxième manifestation, qu'en regardant donc l'étymologie de machine, j'ai découvert, peut-être un peu tardivement, mais que le mot mécané, en grec, faisait référence justement au deus ex machina, c'est-à-dire au stratagème purement fictif, en fait, qui fait descendre sur une scène de théâtre un élément surnaturel. Donc, en réalité, là encore, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est le lien entre la notion de mécanisme au sens technologique, mais aussi l'idée que, en dernière analyse, ça a à voir avec l'appel à la fiction. Voilà. Et je vous remercie. Merci beaucoup.